Marseille également la capitale de l'insécurité. Il faut décréter l'état d'urgence à Marseille, mais il faut surtout sanctionner tout court. C'est-à-dire il faut le retour de l'État dans cette jolie zone de non-droit. Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône et président du groupe Rassemblement National, Provenu Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à vous et bienvenue chez Frontières. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. La situation à Marseille s'empire de jour en jour. Le trafic de drogue se répand de plus en plus. Écoutez ce témoignage d'un habitant de Marseille. J'ai un local, moi, en plein centre-ville de Marseille. Ce local, devant, il y a un point de deal, d'accord ? Les locataires de ce local me disent « Vincent, on peut plus rester parce que nos clients, ils peuvent pas rentrer dans le local. Ils sont embêtés par les jeunes qui dealent devant. » J'ai pris le scooter, je suis descendu, j'ai voulu parler avec eux. Il a voulu me monter dessus. Quand je vous dis monter dessus, c'est une expression à Marseille. Il a voulu m'impressionner. Il m'a dit « Écoutez, c'est simple. Si tu pars pas, il m'a dit, dans 3 minutes, on va te rafaler. » Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Donc on entend ce témoignage. J'ai envie presque de renverser un peu la balance, c'est-à-dire que évidemment que là on a envie de parler de tous ces vendeurs, de tous ces trafiquants de stupéfiants. Mais est-ce que la responsabilité elle n'est pas aussi sur les clients qui viennent ? Et comment on fait pour aussi endiguer les consommateurs ? C'est-à-dire qu'il y a aussi une part de responsabilité dans tout ça. Oui, elle est sur les deux, évidemment qu'il faut également sanctionner les consommateurs. Il faut sanctionner les consommateurs, il faut évidemment sanctionner les vendeurs, il faut sanctionner ceux qui sont au sommet de tout ça, mais il faut surtout sanctionner tout court. C'est-à-dire il faut le retour de l'État et dans cette jolie zone de non-droit qu'est Marseille en matière de trafic de drogue, de règlement de compte, d'insécurité en général, parce qu'on parle toujours des règlements de compte, mais Marseille est également la capitale de l'insécurité, dans le sens où elle est la capitale des cambriolages, la capitale des vols de voitures. Donc voilà, c'est le retour de l'État, c'est le retour de l'autorité, c'est le retour de la sanction, c'est le retour du bleu dans les rues de Marseille. On a vu que c'était tout l'inverse, puisque Marseille, rien n'a changé depuis 2023, où nous avions des records, les fameux 49 morts dus à des règlements de compte, avec beaucoup de victimes innocentes, parce que souvent j'entends, c'est le réflexe assez voilà, dans la rue, c'est de se dire bon, s'ils se tuent entre eux, les trafiquants de drogue, ça va pas nous changer la vie. Oui, sauf qu'il y a un retraité qui avait pris une balle perdue, mort à une terrasse, un bar où il prenait son café. Une étudiante, balle perdue, en train de réviser ses cours dans sa chambre, chez elle. La dernière victime, un chauffeur VTC. Donc voilà, c'est des victimes. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pas grand-chose. Tout a recommencé après les Jeux Olympiques, comme si de rien n'était. Et on apprend au détour d'un rapport de la Cour des comptes la semaine dernière qu'il y a moins de policiers nationaux à Marseille aujourd'hui qu'au début du mandat de M. Macron. Donc depuis 7 ans, on nous raconte n'importe quoi, on nous ment. Malgré Place Nette, malgré tout ce qu'on nous dit depuis des années. Depuis des années, on nous dit que le président a fait de Marseille une priorité, de la sécurité des Marseillais une priorité. Il n'en est rien. Et le Premier ministre qui a le plus baissé le nombre de policiers à Marseille s'appelle Édouard Philippe. Aujourd'hui, il est candidat à la présidentielle. Et le ministre de l'Intérieur, il s'appelait Christophe Castaner. C'était sur la période 2017-2020. Et aujourd'hui, il est tranquillement directeur du port autonome de Marseille, placé par ses amis macronistes locaux et nationaux. Donc c'est juste incompréhensible pour les Marseillais. On a l'impression d'avoir été trahis, on a l'impression d'avoir une véritable forfaiture face à nous de la part des pouvoirs publics et de Paris. Est-ce que pour vous la situation elle est pire à Marseille que dans le reste du pays ? On a encore vu récemment qu'il y avait un enfant qui avait été blessé par balle à Rennes, notamment. C'est pareil, c'est une personne qui n'était pas visée. Il visait c'était le père. C'était le père qui était visé, mais c'est l'enfant qui a reçu une balle. Aujourd'hui, je crois qu'il est entre la vie et la mort. Est-ce que pour vous il y a une spécificité de Marseille dans le trafic de drogue ? Est-ce qu'on est à un niveau au-dessus, ou est-ce que finalement c'est développé comme dans tout le pays ? Alors, il y a des situations dramatiques, malheureusement, de partout dans le pays. On parle souvent de Grenoble, typiquement. Grenoble, ça vaut Marseille. Il en reste que Marseille, on a l'impression que c'est quand même la France, la France de demain et la France empire si on ne fait rien. Alors que Marseille pourrait être la plus belle ville d'Europe. Et on a, par un laisser-aller, Marseille est plus exposée à l'immigration, plus exposée du coup à l'insécurité, plus exposée à un certain laxisme, et on demande plus de moyens. Lorsqu'il y a plus de problèmes dans une ville, c'est pas voilà, c'est la deuxième ville de France. Il faut le traiter. Et donc il faut plus de moyens, plus de limite
plus de mesures exceptionnelles pour traiter ce problème, tant pour la police que pour la justice. Ça tombe bien, en droit français ça existe, ça s'appelle l'état d'urgence. Il faut décréter l'état d'urgence à Marseille sur, à minima, les quartiers où il y a le plus de problèmes, voire tout Marseille, ce qui donnerait des pouvoirs, ce qu'on appelle exorbitants dans l'administratif, à la justice et à la police, j'insiste bien sur la justice, pour régler le problème. Il y a plusieurs mois, avec ma collègue députée Gisèle Lelouis, on a proposé clé en main un projet qui s'appelle Marseille en ordre. Voilà, Marseille en grand, c'est bien gentil, c'est de la communication. Nous, on est sur quelque chose de concret, c'est Marseille en ordre, avec ce fameux état d'urgence qui a déjà été mis en place en France sur des villes, sur des quartiers, et qui a fonctionné et qui a duré d'ailleurs jusqu'à ce que le problème se résout. C'était à l'époque des émeutes urbaines en 2005. Un plan d'état d'urgence, un état d'urgence décrété, des mesures nationales évidemment qui toucheront à toute une série de choses et qui d'ailleurs fonctionneront dans tout le pays, sur l'immigration, sur la justice, sur la police, la création d'un parquet antidrogue, tout ça est demandé par les magistrats depuis maintenant des années, et enfin des mesures municipales évidemment, parce que c'est pas parce que nous sommes la ville la plus exposée que pour autant on a la police municipale la plus nombreuse et le plus de vidéosurveillance, c'est même tout l'inverse. Et si on parle des municipales, c'est intéressant parce que vous avez justement un mouvement qui s'appelle le RPR et qui prône certains rassemblements des droites. Quels sont vos objectifs ? Mais compte tenu de l'état de notre ville, on ne peut pas rester, quand vous êtes Marseillais, vous ne pouvez pas rester comme ça, inerte, vous ne pouvez pas regarder votre ville tomber. Donc, d'autant plus que quand Marseille est gangrénée, c'est tout le département qui est gangréné, c'est toutes les Bouches-du-Rhône, c'est toute la Provence. On parle même d'une marseillisation à Nîmes, à Avignon, oui, à Nice. Donc ça va beaucoup plus loin, évidemment. Donc, on veut réagir, on veut stopper, on veut arrêter cette gestion socialo-macroniste, parce que je veux dire que l'anecdote tout à l'heure dans votre reportage me faisait penser à quelque chose que moi je vis tous les jours. Je suis conseiller régional, je suis le leader de l'opposition au conseil régional. En dessous des fenêtres du président du conseil régional macroniste, Renaud Muselier, en dessous des fenêtres, il y a un point de deal. Voilà. Ce point de deal, il est en plein centre de Marseille, il est en dessous des fenêtres du président du conseil régional, mais il est aussi à 3 minutes à pied des fenêtres du bureau, des fenêtres du maire de Marseille socialiste. Bon, que font-ils tous les deux ? Moi, je serai soit président du conseil régional, soit maire de Marseille. Je monte à Paris tous les jours pour le dénoncer. J'essaierai de trouver une solution. Même si ça dépend pas de moi, eh bien, j'irai faire le pied de grue au ministère de l'Intérieur pour que ça change. Eh bien, par exemple, pour vous dire que tout est lié entre insécurité, immigration, trafic de drogue, ce point de deal, tout le monde sait qu'il est tenu par des clandestins qui sont recrutés également à 5 minutes à pied de là, c'est-à-dire à la gare Saint-Charles. Voilà, des clandestins, des prétendus mineurs clandestins sont recrutés pour tenir ce point de deal. Donc face à tout ça, pour mettre un terme à cette gestion socialo-macroniste, tant tenue localement par des macronistes et par des socialistes, eh bien on veut une rupture. Cette rupture, elle passera évidemment par l'élection municipale et nous préparons le Rassemblement national et ses alliés. C'est pour ça que nous avons créé le RPR, c'est pour ça que nous avons créé également, refondé le RPR, créé le Rassemblement marseillais, pour enfin une véritable alternance dans cette ville, pour la redresser, en même temps qu'il faudra redresser la France de toute manière. Franck Alizio, je souhaitais avoir votre avis sur une actualité aussi à Marseille. Notre-Dame de la Garde pourrait s'apprêter à recevoir un point Non, c'est pour une salle de shoot. Une salle de shoot, pardon. J'en perds mes mots. Donc ça, en fait, quand on entend ça, c'est aussi une motivation à consommer. Comment on peut entendre ça ? Comment on peut percevoir ça ? Comme une provocation de la gauche. Et moi, on m'a tout de suite dit mais non, mais c'était juste pour provoquer. Oui, enfin, c'était quand même un cadre, un porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, qui fait partie de la majorité socialiste marseillaise aujourd'hui, donc la majorité du maire de Marseille. Et ce maire de Marseille, depuis 2 ans, vous vous dites bon, la Marseille est gangrénée par la drogue, il doit s'attaquer. Non, son obsession depuis le début de son mandat au maire socialiste de Marseille, c'est d'installer une salle de shoot. Et un jour, on entend qu'il serait possible, en tout cas les écologistes proposent de la faire à la Vierge de la Garde, à la Bonne Mère. Alors là, évidemment, on sursaute parce qu'on les sait capables de faire ça. C'est ça qui est extraordinaire. On les sait capables de faire ça. Et donc, ils avaient commencé par une pétition qui a royalement eu 200 ou 300 signatures. Je me suis dit, il faut tout de suite mobiliser les Marseillais et faire notre contre-pétition. Donc, nous avons fait une contre-pétition. J'ai lancé une contre-pétition il y a maintenant une dizaine de jours. On est à plus de 15 000 signatures. Donc bon,
bon, voilà, Oui. ça me rassure. Les le Marseillais rapport sont de pas force. devenus, voilà, les Marseillais sont pas devenus fada comme on dit chez nous. On a toujours la tête sur les épaules et on ne veut pas, évidemment, ce serait une provocation devant Incroyable. cet attachement des Marseillais, que religieux ou non d'ailleurs, hein, parce que on n'a pas besoin d'être catholique pour aimer la bonne mère. Bien sûr. Mais évidemment que c'est un haut lieu religieux, culturel, touristique, et on va aller en famille, on va le week-end, on va incroyable. mettre un cierge, on va se retrouver avec, on sait l'environnement d'une salle de shoot. Bon. Et déjà, on voyait quelques images passer, je pense que vous avez dû les voir passer, des images de clandestins qui dormaient au sein de Notre-Dame de la Garde. Ça fait quand même... Il y avait des associations qui étaient à l'extérieur, devant, qui refusaient d'être filmées. C'est des choses qui touchent toujours à la culture française, mais tout en ayant le rejet de cette même culture française. On en parlait juste avant, dans ce débat autour de la culture et du souhait de conserver notre culture. Comment est-ce que, à Marseille notamment, vous pouvez... comment on peut imaginer que ça puisse s'améliorer dans les prochaines années ? Ça passe par une alternance au niveau national, parce que quand on parle d'immigration, lorsqu'on parle de clandestins, les mesures ne peuvent être que nationales. Vous savez, quand on utilise toujours les églises comme ça me rappelle quand j'étais très jeune en 95, les sans-papiers allaient dans les églises. On aime bien l'église catholique quand c'est pour dire la mission de protection, d'asile, etc. Et en revanche, sur tout le reste, ils passent leur temps, toute cette petite intelligentsia et tous ces petits mouvements d'extrême gauche à la critiquer et à la pourfendre. Non, voilà, il faut revenir à des choses simples. Un migrant, un mineur non accompagné, etc., c'est avant tout un clandestin. C'est avant tout quelqu'un qui est délinquant, puisqu'il a franchi illégalement la frontière de notre pays, ou il aurait franchi la frontière illégalement de n'importe quel autre pays, ça serait un délinquant. Donc à partir de là, vous êtes renvoyé à l'extérieur de la frontière et vous faites une demande légale. Et comme le dit Marine Le Pen, le principe doit être que du moment où vous avez franchi illégalement notre territoire, eh bien vous n'y serez jamais accepté, parce que vous êtes déjà un délinquant, que vous avez déjà franchi cette frontière illégalement, donc vous n'y serez plus jamais accepté. Encore une fois, c'est du bon sens. Voilà, avant d'entrer chez quelqu'un, on tape à la porte, on lui demande s'il veut bien nous accueillir. Vous avez insisté sur le mot justice, on en parlait ce matin avec Louis. C'est vrai que dernièrement le ministre de la Justice a déclaré que l'immigration était une chance. Quelle est la cohérence actuelle du gouvernement ? Mais il a bégayé quand même, hein. Il a bien bégayé sur son intervention. Oui, alors évidemment qu'on sera plutôt team Retailleau, mais la team Retailleau, il faut qu'elle soit suivie d'actes. Voilà, ça doit être une team de faiseurs, pas de diseurs. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur fait, encore une fois, ça me rappelle beaucoup de gens, parle comme Marine Le Pen, parle comme Jordan Bardella, mais pour l'instant, il n'agit pas. Il n'agit pas pourquoi ? Peut-être qu'il souhaiterait agir, mais parce que sa majorité, elle est macroniste. Dans sa majorité, il y a des gens de centre-gauche, il y a des gens qui vont le bloquer, il y a des gens qui vont pas vouloir voter son hypothétique loi immigration, et il y avait une solution pour qu'il y ait une majorité en accord avec ce qu'il veut faire. C'était une majorité de droite au sens large, c'est-à-dire avec le Rassemblement national compris, et ça, il fallait pas faire des petits arrangements entre amis entre les deux tours. Donc évidemment, du coup, vous vous retrouvez avec un gouvernement avec monsieur Migaud d'un côté qui dit que l'immigration est une chance pour la France, alors que factuellement ça ne l'est pas. Voilà, ça ne l'est plus. Je suis petit-fils des immigrés italiens, donc à un moment donné, oui, on est venu pour travailler, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez le ministre de l'Intérieur qui ose dire la vérité, qui ose parler de l'éléphant dans la pièce et dire que l'immigration n'est plus une chance pour la France. Elle pourra le redevenir, mais à condition qu'on fasse un moratoire, qu'on remette les choses à plat, qu'on arrête avec les pompes aspirantes, avec l'État-providence pour les immigrés, et surtout pour les clandestins. Enfin, c'est de la folie. Et là, on imagine bien, c'est vrai, c'est flagrant que Didier Migaud et Bruno Retailleau ne sont absolument pas d'accord sur cette question-là, mais est-ce que, selon vous, il y a des accords entre Didier Migaud et Michel Barnier ? Est-ce qu'il y a des accords pour qu'il les choisisse, pour que... C'est-à-dire que c'est intéressant, cette question migratoire. Qu'est-ce qui les différencie ? Parce qu'il fait partie du même gouvernement. Le problème, c'est que ce gouvernement est de briques et de broc. Et monsieur Barnier, alors certes, il a eu un discours très, très dur sur l'immigration durant la primaire des Républicains en 2022. Mais avant, il a toujours été plutôt un modéré, pour être gentil, j'allais dire un mou. Et donc, dans ce gouvernement, où il y a encore des macronistes, il fallait une prise de guerre de gauche.
gauche, de centre-gauche. Bon, eh bien, ça a été M. Migaud. Mais du coup, si personne... Enfin, notre pays est déjà dans une situation difficile. Voilà. Résoudre le problème, maîtriser le problème de l'immigration, ça va être un vrai combat. Si au sein même du gouvernement, vous avez différentes lignes contradictoires, ça risque pas d'avancer. Et tout le monde le sait. C'est pour ça que ce gouvernement est transitoire. Hier, le député Jean-Philippe Tanguy a annoncé que le RN ne voterait pas le budget. Est-ce que vous pourriez expliciter, parce que la position, j'ai l'impression d'un certain flou sur la position du RN par rapport au budget, est-ce que vous pourriez expliciter cette position ? On ne le votera pas en l'état. Parce que nous avons eu très peu d'avancées que nous souhaitions, encore une fois, pas pour nous, pour les Français. Voilà. On voulait beaucoup d'économies sur le budget, parce que quand on est les champions d'Europe, de la dette, du déficit et en parallèle des prélèvements obligatoires, mais il faut faire des économies. Voilà. On avait donné des sources d'économies, on en a même fait voter. On a divisé par 2 la contribution de la France on n'a pas divisé par 2 la contribution de la France d'ailleurs. On a réduit le déficit que la France que l'Union européenne avait envers la France, et cette fameuse contribution nette. Aujourd'hui, on est quitte de 10 milliards. Et puis on a dit, plutôt que d'être quitte de 10 milliards dans ce que l'on donne à l'Union européenne, il faudrait que ce soit que 5 milliards. Bon, ça a fait hurler le gouvernement. Preuve que ce gouvernement n'est pas plus de droite que n'a aucune envie de véritablement aller chercher l'argent là où il est et là où il est gaspillé. Donc on a trouvé des sources d'économie. Sur l'immigration, on leur a proposé la fameuse transformation supprimer l'AME pour de garder que l'aide d'urgence, l'AMU. Et surtout, on voulait des garanties sur le pouvoir d'achat des Français. Quelque chose sur la baisse de la TVA que l'on demande. Quelque chose sur la baisse des impôts de production pour nos petites entreprises qu'on demande. Et là-dessus, pour l'instant, on n'a rien eu. Donc nous, on arrive à l'Assemblée avec un mandat des Français. Si il n'y a rien de ce qui nous a été demandé par les Français qui est donné, ben forcément, on vote contre ce budget. Et pourtant, je sais qu'on a essayé de donner cette chance à ce gouvernement, mais ce gouvernement, s'il doit faire comme les gouvernements macronistes précédents, voire pire, alors on ne pourra pas voter ce budget. De toute façon, on n'aurait jamais voté le budget, parce que voter le budget, ça appartient à la majorité. Le débat, c'était contre ou abstention. Aujourd'hui, le budget, dans l'état où il est, c'est plutôt contre. Et vous arrivez jusqu'à une motion de censure ? Si le budget reste en l'état et si c'est une purge, c'est-à-dire où on se retrouve avec le même système depuis toujours, très peu d'économies et beaucoup d'augmentation d'impôts pour les Français, jusqu'à tuer cette France qui travaille, jusqu'à asphyxier ses forces vives et l'économie de notre pays, oui, il faudra se poser la question de la censure. Il y a une grande révolte qu'on a oubliée parce que les informations vont vite, c'est celle des agriculteurs. Vous rappelez-vous, il y a 6-7 mois qui sont montés jusqu'à Paris. Effectivement, après, l'ancien Premier ministre, M. Attal, avait donné quelques mesures sur Egalim, sur d'autres choses. Et aujourd'hui, on annonce que finalement, en novembre prochain, là, il pourrait y avoir de nouveau une révolte des agriculteurs. Comment vous l'anticipez ? Est-ce que ça va dans le sens d'ailleurs du budget, du pouvoir d'achat, de ce que sur lesquels vous êtes vigilants ? Évidemment, déjà je la comprends, parce qu'il y a 6 mois de ça maintenant, un petit peu plus d'ailleurs, 1 an maintenant, le gouvernement a fait taire les agriculteurs en leur mentant. Bon, on était à quelques mois des élections européennes, il fallait surtout pas de vague, le pas de vague c'est un peu le mantra du macronisme et de ses alliés, il fallait pas de vague. Donc on a dit oui, vous inquiétez pas, ils ont bien vu que rien n'avait changé depuis 1 an, les problèmes nous les connaissons, je suis en Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une région plutôt maraîchère, produit des fruits et légumes, donc pas la plus riche, voilà, où les agriculteurs ont les pires difficultés. Je suis allé les soutenir d'ailleurs à chaque fois qu'ils ont manifesté, qu'ils faisaient des points sur les autoroutes, parce qu'ils ont raison, parce que c'est une France qui se meurt, parce que c'est la France qui se meurt. Et on les connaît, les problèmes, c'est toujours pareil. Une charge fiscale et administrative et réglementaire qui pèse sur eux alors qu'elle ne pèse pas sur leurs concurrents, grande spécificité française, une concurrence déloyale, et ça dû à une négociation de l'Union européenne où c'est pas nous qui négocions nos accords commerciaux, c'est un commissaire européen qui dicte sa loi, qui est au-dessus. La négociation des accords commerciaux, elle est de la compétence de la Commission européenne. Donc évidemment, à chaque fois, la Commission européenne privilégie par exemple l'industrie allemande aux intérêts de l'agriculture française. Bon, donc il faut retrouver la maîtrise de ça, tout simplement. Voilà.
Et troisièmement, il faudrait aller jusqu'au bout de la logique et faire comme d'autres pays, mais y compris nos voisins, comme la Suisse par exemple, et avoir un protectionnisme raisonnable et raisonné. En Suisse, tant que la production suisse en fruits et légumes par exemple n'a pas été épuisée, eh bien il y a une surtaxe de ce qui serait importé, ce qui donne une priorité naturelle à la production suisse, ce qui est du bon sens, surtout quand vous produisez comme nous des fruits et des légumes. Et ce serait d'ailleurs bon pour tous les produits agricoles et pour toutes les productions françaises, donner une priorité. C'est logique, c'est du bon sens, tous les grands pays le font, sauf nous, sauf l'Union européenne. Est-ce que vous comprendriez, parce que dès lors, on voit que cette révolte n'a pas été écoutée, elle a été tue, est-ce que vous comprendriez, vous cautionneriez des violences ? C'est-à-dire qu'il est possible que cette révolte retourne à une forme d'action, on va dire, bien militante, violente parfois. Est-ce que vous soutiendriez ces méthodes d'action ? Je cautionnerai jamais la violence, évidemment, je suis un responsable politique, je suis un député, je suis un citoyen honnête aussi, on ne peut pas cautionner la violence, mais évidemment qu'il y a des moments où elle se comprend, où elle s'explique mieux que d'autres. Et en revanche, la violence d'un gouvernement qui n'a rien à faire des problèmes des Français, qui n'a rien à faire du désespoir des agriculteurs, c'est aussi une forme de violence. Donc force doit rester à la loi. Il ne peut pas avoir de règlement par la violence, mais en revanche, il faut véritablement que ces gouvernements entendent les agriculteurs et au-delà de ça, entendent les Français et retrouvent le chemin de l'intérêt de la France et des Français. L'agriculture, ça en fait partie, bien évidemment. Franck Alizio, pour terminer sur une note positive et sympa, pas trop déçu des scores de Marseille ce week-end. Je savais que vous alliez m'en parler, évidemment. 3-0, ce sera pour la prochaine fois. J'ai bien vu ça. Bon, l'avantage, c'est que ça a été rapide. Dès les premières minutes, on a compris que c'était mal barré. Mais c'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Franck Alizio, d'être venu ce matin. On espère vous voir très bientôt dans la matinale de Frontières. C'était un plaisir d'échanger avec vous.